Développement et transmission des savoir-faire au cœur des territoires. Je vous présente nos intervenants. Lynn Cohen-Solal, présidente de l'Institut national des métiers d'art. Arnaud Afflin, dans l'ordre d'ailleurs de prise de parole, président de la Fédération française de la maroquinerie, président directeur général de la Gainerie 91. Stéphanie Bertrand, vous êtes chef de projet EDEC numérique textile mode cuir. Franck Ferrua, directeur marketing et communication de SATAB, une entreprise que vous allez découvrir. Également Sylvie Chailloux, présidente du Textile du Maine, labellisée entreprise du patrimoine vivant, vice-présidente de l'Union française des industries de la mode et de l'habillement, également présidente de Mode Grand Ouest. Alors, l'état des lieux des savoir-faire, l'ancrage territorial des métiers d'art. Lynn Cohen-Solal, vous êtes donc présidente, je le rappelle, de l'Institut national des métiers d'art. Pouvez-vous nous faire un état des lieux des savoir-faire? Effectivement, qu'en est-il de cet ancrage territorial? Merci beaucoup et je voulais saluer naturellement et remercier Catherine Dumas, bien sûr, à toi d'abord, l'honneur d'organiser cette rencontre ici au Sénat. Saluer naturellement les parlementaires qui sont ici présents, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du Sénat, les parlementaires aussi députés qui sont venus jusqu'ici et que je voulais saluer, bien entendu, tous les représentants des fédérations professionnelles et tous les autres, et évidemment parmi eux beaucoup d'amis. Je voulais juste introduire très rapidement ce petit propos en revenant naturellement sur la mode puisque c'est le sujet fondamental et principal que nous avons abordé ici. Je ne voudrais pas répéter ce que vient de dire très bien M. Guillaume de Seine sur le rôle de la France et en particulier de Paris dans la mode. Évidemment, si la France est la capitale de la mode, et évidemment vous ne trouverez personne d'ailleurs pour contester cette appellation, c'est que la France et en particulier Paris détiennent depuis toujours des savoir-faire exceptionnels et que cette industrie s'est basée d'abord sur ces savoir-faire qui venaient des ateliers, des grands ateliers que nous avons de manière historique sur notre territoire, et aussi le fait que nous rencontrons sur le même lieu en France des créateurs qui sont des créateurs formidables, qui voient loin, qui voient demain, qui voient après-demain, et ces savoir-faire de métiers qui sont tous issus des métiers d'art que nous avons dans nos ateliers. Donc la rencontre sur un même territoire de ces deux compétences formidables fait que la France est un lieu à part, est un lieu historiquement à part, qui est un lieu inédit sur quasiment la planète pour cette émergence de cet art, cette industrie qui s'appelle la mode et dont nous sommes effectivement si fiers. Sur la base de cette réflexion, je voulais juste, parce que évidemment nous devons le dire ici, puisque nous sommes dans un lieu de décision, évidemment les chiffres ont été donnés, je ne vais pas revenir dessus, la mode tire beaucoup l'économie française et l'industrie française, en particulier l'exportation, puisque je crois qu'on peut dire encore, Guillaume, non, que le premier produit exporté dans le monde est la mode, en particulier en Asie, donc vous voyez l'importance que cela a. Mais qu'il serait souhaitable que dans tous les secteurs, tous les pouvoirs en France, on soit persuadé de cela. Et je trouve que la mode reste encore dans quelques instances de pouvoir comme quelque chose d'un peu... comment dire, un peu féminin, un peu pas très sérieux. Je m'étonne par exemple que dans nos facultés, dans nos universités, on n'ait aucune chaire et aucun doctorat sur la création en mode. L'université connaît mal la mode, sauf dans ses lieux d'histoire, enfin dans ses chercheurs d'histoire, qui sont des gens remarquables d'ailleurs. Mais enfin, bien, contrairement à Londres, nous n'avons pas de doctorat en mode, nous n'avons pas de master en création de mode à Paris. Bon, ce qui est quand même une aberration, donc je me permets, puisque je suis dans un endroit où on peut dire des choses qui ont une résonance, que partout on puisse voir combien la mode, nous devons en être tous très fiers. Alors là maintenant je vais en venir plutôt au métier d'art. Donc vous le savez, j'ai l'honneur de présider l'Institut national des métiers d'art, qui en France est un opérateur de l'État sous forme associative, qui a des missions de l'État chargées de valoriser, d'encourager et naturellement de promouvoir l'ensemble des métiers d'art en France. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a 281 métiers d'art en France. On est les plus riches du monde, d'ailleurs on est les seuls à les avoir comptés, donc ça nous permet de dire que nous en avons nombreux. Nous avons effectivement, grâce à l'INMA, dénombré le nombre de métiers d'art, c'est d'être dans notre petite Bible rouge, la liste des métiers d'art avec leur dénomination, exactement leur spécificité. Ils sont répartis en 16 domaines, dont bien entendu la mode, la maroquinerie, l'orfèvrerie, des choses dont nous parlons évidemment dans le domaine très large de la mode.
tout ce savoir-faire, ces formidables métiers, ces formidables personnes qui sont investies de ces savoir-faire, tout ce dont nous pouvons être fiers n'est pas arrivé par hasard en France. La France est un des rares pays au monde, le deuxième avec le Japon, enfin je ne sais pas si on est à égalité avec le Japon, à avoir une politique nationale de soutien des métiers d'art depuis toujours. Donc nous avons en France décidé que les métiers d'art étaient une cause d'intérêt général. Et cela, nous le devons au roi de France. Je ne suis pas particulièrement monarchiste, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a des choses que les rois de France nous ont transmises et à qui nous avons donné une suite. Et aujourd'hui encore, et bien entendu, les métiers d'art sont une cause d'intérêt général. Donc nous avons une politique nationale de soutien des métiers d'art, dont l'IANAMA est un des outils parmi d'autres. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que ça le reste, parce qu'en ce moment, on a des bruits qui viennent de Bercy, enfin bon, des gens qui ont des idées bizarres, qui voudraient aussi nous couper soit des ailes, soit des pattes, je ne sais pas très bien. Et donc, nous avons besoin de le défendre. Et je pense que cette politique nationale de soutien des métiers d'art donne des résultats. Bien, elle donne des résultats. La preuve, c'est que nous avons des industries du luxe, évidemment des industries du luxe extrêmement fortes. Donc nous pouvons être très fiers parce que ça tire en avant, comme l'a dit M. De Seine, beaucoup d'autres industries, des sous-traitants et aussi évidemment des exportations formidables, des produits merveilleux que tout le monde nous envie. Donc c'est pas né n'importe où, il y a un substrat. Chaque entreprise des métiers d'art, chaque entreprise de luxe est née d'un savoir-faire des métiers d'art. Les premiers nés en France, les orfèvres, c'était l'entreprise Mellerio, qui est arrivée en France venant d'Italie, les pauvres Italiens du Nord, qui sont arrivés en France en sachant travailler l'or et qui ont établi leur entreprise. Marie de Médicis leur a donné le privilège de pouvoir vendre sur le royaume de France de l'époque leur savoir-faire. Et donc Mellerio s'est installé en France. Mais les autres entreprises du luxe, de la même façon, sont toutes nées d'un savoir-faire des métiers d'art. Et évidemment, Hermès est né du savoir-faire des selles de chevaux, sans doute dans les écuries. Mais aujourd'hui, vous êtes sorti des écuries, monsieur de Seine, et naturellement, vous avez conquis le monde. Et donc, nous en sommes très fiers. Et je pense que la France est un pays qui doit s'enorgueillir de savoir fertiliser cet écosystème formidable des métiers d'art. Et je me permets de soutenir devant vous le fait que on est d'autant plus fort qu'on soutient l'ensemble de cet écosystème. Il n'est pas possible de dire qu'on va soutenir tel et tel métier parce que c'est plus efficace. Non. Si nous voulons garder ce savoir-faire formidable et ces atouts formidables aussi en matière de création d'emplois, en matière de sous-traitance industrielle, en matière d'exportation, en matière de création de produits merveilleux, c'est l'ensemble de cet écosystème qu'il faut soutenir parce que il y a des mouvements et des parallélismes formidables à faire et les uns entraînant les autres, il y a une fertilisation automatique qui se fait entre ces métiers-là. Donc nous avons beaucoup à faire. Encore. Et je dois dire que quand on prend effectivement la présence de ces métiers d'art dans les régions, dans les territoires, puisque nous sommes ici au Sénat, on a une représentation des territoires extrêmement forte, nous devons dire que ces savoir-faire irriguent les territoires et qu'il n'y a, je crois, aucun territoire en France qui n'ait pas à s'enrichir et à s'enorgueillir d'être un lieu de savoir-faire. Alors chacun a sa spécialité, bien entendu, et c'est toutes ces spécialités qui font que la France est un pays aussi riche, aussi beau. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons à faire en sorte de trouver et de proposer des modèles de développement économique au métier d'art. Aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement cette proposition. Nous avons évidemment des artisans d'art, qui sont de braves gens, qui souvent sont seuls dans leur atelier ou presque, et qui se démènent comme ils peuvent par rapport au circuit de financement. Je ne vous dis pas l'accueil qu'ils ont quand ils vont voir une banque pour demander 20 000 euros. Je veux dire, à un artisan d'art, on ne prête pas 20 000 euros, même si on sait que derrière, il pourrait y avoir un futur Hermès. Mais ça, on l'ignore en France dans les instances bancaires. En revanche, on a évidemment des entreprises du patrimoine vivant qui s'appellent des EPV, qui sont souvent, et pour 80% d'entre elles, des entreprises de métiers d'art, qui sont effectivement des entreprises extrêmement intéressantes. Je trouve tout à fait normal et tout à fait intéressant qu'on leur octroie un label, après évidemment travail sur elles, mais il n'y a souvent pas la suite de ce label. C'est-à-dire, comment vivent-elles après avoir reçu le label EPV ? Excusez-moi, j'apprends que quelques-unes sont en train de
pas pouvoir, par exemple, distribuer des salaires de novembre pour certaines d'entre elles. Bien, c'est quand même extrêmement dommageable pour nous tous ensemble. Et quand il s'agit d'entreprises de dentelle, excusez-moi, je ne veux pas savoir que ces machines qui produisent ces dentelles vont être vendues à des Chinois qui vont naturellement les importer en Chine et fabriquer de la dentelle, pourquoi pas aussi bien qu'en France, à des prix qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous fabriquons en France. Donc, il faut faire extrêmement attention à la façon dont, évidemment, les choses se passent derrière. Nous avons à faire un suivi économique extrêmement précis de ce que nous avons comme richesse en ces métiers d'art. Et je dois dire que pour nous, il me semble tout à fait important soit d'inventer une nouvelle modèle économique, soit de suivre les modèles économiques existants, mais de manière sérieuse, afin que nous puissions continuer à les faire travailler et surtout à les faire embaucher. C'est ce qui me semble plus important. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus peut-être pour le moment, parce que j'avais droit qu'à 3 minutes, je crois que j'ai un peu dépassé, mais je pense que nous avons aussi un défi à relever au niveau de l'Europe, parce qu'il y a aussi là des compétences européennes et qu'on n'est pas trop nombreux pour se défendre ensemble. Et donc je pense que comme arrivent évidemment des échéances européennes, je voudrais dire aussi que le défi de l'Europe est aussi de défendre la créativité et la force de la créativité dans l'industrie. Donc c'est cela tout extrêmement important. Pourquoi je me permets de rajouter ça chez vous? Parce que finalement, qu'est-ce que nous apportent les métiers d'art et en particulier la mode? Ils nous apportent un savoir mieux vivre, ils nous apportent de l'émotion dans nos vies de tous les jours. Et l'émotion, c'est ce qu'elle peut impalpable, mais elle nous permet quand même d'apporter dans nos vies quelque chose que personne d'autre n'apporte et qui nous permet effectivement de voir la vie autrement. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette émotion et pour cette passion que vous transmettez. Arnaud Afflin, vous êtes président de la Fédération française de la maroquinerie, président-directeur général de la Gainerie 91. Une question très courte. Quelle est la situation de la maroquinerie ? Merci. Merci à la sénatrice Dumas de nous inviter aujourd'hui. Alors, je peux vous faire évidemment le panorama de la maroquinerie en France, mais je voulais vous donner aussi mon avis en tant que chef d'entreprise de PME. Et c'est ça qui nous intéresse principalement, je pense. Aujourd'hui, moi, je dirais que les métiers d'art sont menacés. Ils sont menacés par le plafonnement de la taxe affectée. La taxe affectée, vous connaissez son fonctionnement. Elle a été créée par les entreprises, pour les entreprises. Aujourd'hui, on est plafonné. Et on va réduire encore ce plafond de 6,5%. Moi, je suis un petit chef d'entreprise, pris, j'ai l'habitude de dire, entre des problématiques de multinationales et des moyens de TPE. Je fais comment pour former une gainière qui n'est plus formée par l'État depuis 1983, puisque le dernier CAP date de 1983 ? Eh bien, si nous avions les moyens de profiter d'une taxe qui ne coûte rien aux contribuables, nous pourrions investir dans cette formation, nous pourrions investir dans le maintien des métiers d'art. La maroquinerie, c'est 9 métiers d'art au total. C'est une industrie qui se porte magnifiquement, grâce à ces grandes maisons qui nous tirent vers l'avant, qui nous permettent d'exporter notre travail et de faire connaître ce savoir-faire au monde entier. Aujourd'hui, eh bien, c'est très compliqué pour une PME de fonctionner comme ça. Voilà un petit peu mon témoignage. La maroquinerie, elle est présente sur tous les territoires, bien évidemment, de France. J'ai là quelques chiffres, je ne vais pas vous abroger de chiffres, mais enfin, il faut savoir quand même que la maroquinerie, c'est 1000 emplois d'artisans d'art par an. Il faut les former, ces gens-là. Présents en Auvergne-Rhône-Alpes, principalement, en Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, et j'en oublie, j'ai toute ma liste, je pourrais vous la communiquer si vous voulez. Donc, présents dans les territoires, maintien des métiers d'art grâce aux grandes entreprises, mais aussi à ce tissu de PME qui se bat au jour le jour pour exporter. Et donc, nous avons besoin de moyens, et cette taxe affectée est pour nous très importante. Voilà, donc messieurs, mesdames les parlementaires, faites-nous des amendements sur le PLF 2019 afin de pouvoir non seulement arrêter ce plafond, alors oui, c'est peut-être un peu votre cas, ils sont prêts de pouvoir pas baisser cette taxe, la déplafonner et nous permettre de bénéficier de cette manne qui, encore une fois, ne coûte rien aux contribuables. Merci à vous.
très applaudi. Et les sujets du financement de la formation feront l'objet des thèmes suivants. Pour l'instant, nous allons nous intéresser également aux nouvelles technologies qui sont aussi les conditions du futur, où en est la transformation digitale, l'intégration des nouvelles technologies par les entreprises, comment les nouvelles technologies ou les entreprises sont-elles accompagnées dans le domaine de l'innovation. Je me tourne vers vous, Stéphanie Bertrand, vous êtes chef de projet EDEC numérique textile mode cuir. Une question simple également, qu'est-ce qu'un EDEC et quelles en sont les attributions? Bonjour, et je vous remercie de cette invitation également. Qu'est-ce qu'un EDEC? J'ai 3 minutes, donc je vais faire très très rapide. EDEC, c'est l'acronyme d'engagement pour le développement des emplois et des compétences. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord de partenariat qui est cofinancé, co-signé par les branches textiles mode cuir, par le ministère du Travail représenté par la DGEFP et par Opcalia. C'est un accord qui a été signé il y a 2 ans et qui vise à accompagner la transformation numérique des entreprises de la filière. Comment? 2 leviers. Le premier levier, c'est évidemment l'investissement dans les nouveaux outils, de production notamment, mais c'est aussi et surtout l'investissement dans les compétences des salariés de ces entreprises. Donc pour ce faire, on a imaginé, conçu une dizaine d'actions pour, d'une part, aider au recrutement de ces nouvelles compétences, de ces nouveaux talents, pour d'autre part, gérer ces emplois et ces talents, ces compétences dans les entreprises, pour également sauvegarder et transmettre ces savoir-faire à l'aide du digital également, et enfin, former et certifier ces savoir-faire, les reconnaître. Et c'est sur ce dernier point qu'on a piloté et qu'on pilote en ce moment une action qui s'appelle Formation en matière créative connectée. Elle a maintenant 1 an, on en est à la 3e promotion. C'est une formation qui vise à sensibiliser les dirigeants des PME à la culture de l'innovation. Parce que ces entreprises, qui représentent à peu près 93% de la filière, elles sont les sous-traitants de grands groupes qui ont cette culture de l'innovation, qui ont ce langage de l'innovation. Et donc ce langage, il faut l'acquérir. Donc cette formation qui était à l'époque inédite, elle dure 5 jours, elle est destinée aux dirigeants, mais également aux responsables d'ateliers dans ces PME. Et elle vise à acquérir ce langage de l'innovation, mettre en place un prototype, et pourquoi pas le développer et devenir la nouvelle pépite de demain. Aujourd'hui, on a une 20aine d'entreprises qui ont bénéficié de cette formation. Et vous en aurez une belle illustration après moi avec M. Ferrua de Satab. Ces innovations, elles s'adressent à plusieurs types de marchés. Il y a la santé, tout d'abord. Dans la santé, on a vu de nombreuses innovations avec, par exemple, Seismic qui a créé un sous-vêtement robotisé qui permet de renforcer l'ossature musculaire. On a également Yvonne, la fameuse chaussure connectée de parade qui s'adresse aux seniors, qui permet de détecter les inactivités inhabituelles. On a également la protection civile et militaire, où là, à nouveau, on a une entreprise de la chaussure qui a mis en place des chaussures de protection qui permettent de prévenir en cas de problème. Évidemment, le sport, et il y a bien d'autres débouchés. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les TPE, PME à s'engager dans cette voie de l'innovation. Et le message principal, c'est que grâce à cet EDEC, qui est porté par les branches, par l'État et par Opcalia, on arrive à accompagner et à financer ces formations dans ces TPE, PME. Et c'est très important de le poursuivre et de continuer de les accompagner. Voilà, je vous remercie. Merci Franck Ferrua. Je me tourne donc naturellement vers vous. Vous êtes directeur marketing et communication de Satab. On l'a compris, vous avez bénéficié du type d'accompagnement dont vient de parler Stéphanie Bertrand. L'innovation est devenue un marqueur de votre entreprise. Ma première question, qu'est-ce que Satab? La seconde, quelles ouvertures offrent les innovations technologiques? Bonjour, merci pour l'invitation. Que je branche le micro, ce sera mieux. Voilà. Oui, alors... Peut-être présentation succincte de Satab, qui est peu connue dans l'univers de la mode. C'est une entreprise familiale indépendante qui a été créée en 1905, qui est installée en Haute-Loire, à la frontière entre la Loire et la Haute-Loire, proche de la région de Saint-Étienne, à Saint-Jumelmont, petit village. Depuis plus d'1 siècle, c'est une entreprise qui s'est transformée,
qui s'est industrialisé, qui s'est internationalisé, pour devenir aujourd'hui le leader européen du textile étroit, communément appelé le ruban. Aujourd'hui, Satab est une marque multispécialiste qui crée, qui innove, qui tisse, qui tresse, qui tricote des rubans, des galons, des sangles, des cordons. Et une particularité, c'est que la production est 100% française, et on y tient, on est fiers, avec une double compétence, à la fois sur les métiers jacquard, navette, dit les métiers bois, dont le plus ancien dans notre entreprise date de 1874, et les métiers aiguilles modernes. Donc on est vraiment au carrefour entre tradition et innovation, et ce qui nous a valu, je fais une petite anecdote, un label EPV, mais ça reste un label. Alors la suite, effectivement, pour rester, on l'a vu en introduction, pour rester leader, c'est une position fragile. On se doit en permanence d'innover, d'aller de l'avant, de diversifier, de repenser en permanence ses métiers. Et pour cela, nous avons besoin de la formation, de soutien à l'innovation, et on doit transmettre à la fois les savoir-faire et en créer des nouveaux. Donc nous avons diversifié notre activité sur les marchés. On était une entreprise 100% dédiée à la mode. Et pour relever de nouveaux défis, on s'est diversifié sur les marchés en allant sur du packaging, de la décoration de la maison, la mercerie, les loisirs créatifs, l'industrie, la santé, etc. Et on est passé d'un ruban traditionnel, alors on vend toujours du ruban traditionnel, qui était vendu au rythme des collections, sur stock. On est passé sur un accompagnement de nos clients sur l'accompagnement sur leurs projets, sur les rubans de demain, les rubans du XXIe siècle, c'est-à-dire le ruban connecté. Donc aujourd'hui, on est passé d'une entreprise 100% industrielle, une entreprise orientée client, une entreprise limite de service qui accompagne nos clients dans leurs besoins. Et on est passé d'une entreprise qui croisait des fils classiques, c'est-à-dire de la viscose, du polyamide, du polyester, du coton, à une entreprise qui croise non seulement des fils classiques du monde textile, mais également avec un discours sur l'électronique, l'électrique, pour vendre aujourd'hui des fils composites où à l'intérieur on a des thermoplastiques, on a du silicone, des fils conducteurs électriques. Donc aujourd'hui, pour cela, on a eu un recours à deux investissements majeurs qui sont adapter notre outil de production, évidemment, et puis l'investissement sur les hommes et sur les compétences, comme on vient de le voir, avec notamment la mise en place, le recrutement de nouveaux profils dans l'industrie textile, en tout cas dans notre entreprise, dont je suis la preuve, c'est-à-dire un directeur marketing dans une PME de Haute-Loire, textile, un directeur de l'innovation et de la R&D, et une trentaine de personnes concrètement qui sont là pour développer les nouveaux savoir-faire, l'innovation et apporter du conseil et du service à nos clients. Donc bien sûr, il y a un rôle clé, on va le voir tout à l'heure je crois, sur la formation et sur les ressources humaines, mais nécessité de repenser les organisations. Aujourd'hui, on n'a plus besoin 100% de textiliens, mais on a besoin également de chimistes, on a besoin d'ingénieurs électroniques, on a besoin de gens, de profils du monde du digital, de managers de projet, de marketeurs, etc. Donc c'est une entreprise qui se transforme, dans un univers qui est en pleine mutation, effectivement. Et pour gagner notre leadership, on a besoin de vous au quotidien, que ce soit sur l'innovation, que ce soit sur la promotion des métiers d'art, comme on l'a vu, et que ce soit également sur la formation. Tout ça pour rester compétitif, bien sûr, et pour continuer d'être au sein de l'économie française et de promouvoir une entreprise 100% fabrication française. Merci, merci beaucoup. Je le répète, vous avez besoin de soutien de formation, d'aide à l'innovation. L'avenir de l'entreprise en dépend. Des emplois sont à la clé. Précisément, quelle est la situation de l'emploi dans un contexte mondial ultra concurrentiel? Sylvie Chailloux, vous êtes présidente du Textile du Maine, vice-présidente de l'Union française des industries de la mode et habillement, présidente également de Mode Grand Ouest. Nous faisons avec vous un point général sur l'emploi dans le secteur mode et luxe.
Bonjour à tous et merci également pour cette invitation. Donc moi, on m'a demandé de faire une intervention pédagogique pour vous parler du secteur. Je dirige bien sûr l'entreprise Textile du Maine par ailleurs et je suis sous-traitant pour le prêt-à-porter de couturier. Voilà, la filière mode, ça vous l'avez entendu, emploie beaucoup de salariés, donc 580 000 emplois directs. On parle de 10 000 recrutements par an dans les années qui viennent, donc c'est une vraie filière en progression. On a plusieurs branches professionnelles, on a la couture, le textile, l'habillement, la chaussure, la maroquinerie, la mégisserie, la bijouterie, joaillerie, l'horlogerie, les cosmétiques, c'est très vaste comme secteur, la mode et le luxe. Donc ces branches ont toutes connues un mouvement général de forte réduction d'effectifs ces 20 dernières années, excusez-moi, dans un contexte de libéralisation des marchés et d'ouverture des frontières. Donc en 1999, nous avions dans l'habillement, moi je vais beaucoup vous parler de l'habillement parce que c'est mon secteur, nous avions 120 000 emplois dans l'habillement. Nous en avons perdu 85 000, donc aujourd'hui il reste 35 000 emplois dans l'habillement. Il y a aujourd'hui 60 000 personnes qui sont employées par le textile, à peu près 12 000 personnes qui sont employées dans la chaussure, pour vous parler que des branches qui ont beaucoup souffert ces 20 dernières années. Les emplois qui restent, les emplois d'aujourd'hui dans nos entreprises, sont des emplois hautement qualifiés, avec une réelle valeur ajoutée qui doivent susciter toute votre attention, compte tenu du contexte très favorable actuellement qui nous permet de renforcer tous ensemble le PIB France de mode. La couture et la maroquinerie connaissent un fort développement d'effectifs national. Le textile annonce pour la première fois une année de basculement vers un taux d'emploi positif. Malheureusement, concernant notre union d'habillement, c'est la composante commerce qui souffre aujourd'hui et qui fait reculer nos effectifs de 8%. Nous sommes dans une profonde transformation des réseaux de distribution, je ne vous apprends rien. Donc je représente particulièrement la partie industrielle. En habillement, nous comptons 12 000 emplois, je vous donne beaucoup de chiffres. 80% des emplois dans nos industries sont des emplois de fabrication, des emplois de production, et 20% plutôt des emplois d'encadrement. Le recentrage des marques de prêt-à-porter sur les métiers de création et de distribution ces dernières années fait qu'aujourd'hui, la partie industrielle de l'habillement est aux mains des sous-traitants. Ça, on vous l'a dit, d'autres intervenants vous l'ont précisé précédemment. Nous sommes directement concurrencés par certains pays européens, l'Italie et le Portugal notamment, qui marchent fort. Notre compétitivité coût du travail est une préoccupation quotidienne, autant que la complexité d'administration de nos entreprises. Je vous remercie déjà pour les avancées votées concernant le Code du travail. Et je vous demande, messieurs, mesdames les parlementaires, d'être très attentifs sur la transformation notamment du CICE en baisse de charges, qui pour l'instant, nous industriels, ne nous est pas très favorable. Donc depuis 35 ans, la part de fabrication d'habillement made in ailleurs est sans cesse en progression, ce qui explique la disparition des emplois évoqués plus tôt. Il y a 15 ans, nous avons eu la chance de voir apparaître le marché de prêt-à-porter de couturiers. Grâce à notre capacité de résilience qui nous caractérise et aux efforts de formation, nous avons fait évoluer nos entreprises vers les marchés du luxe. 15 000 de nos salariés ont reçu une reconnaissance à travers des CQP. Nous avons pu investir, et c'est massif, 5 fois l'obligation légale grâce à des systèmes de prise en charge, donc type EDEC, mais avec un autre titre, ou CPER, qui ont assuré des leviers permettant de faire les choses largement pour tous les salariés qui étaient volontaires, et surtout très rapidement. Je ne vous cache pas l'inquiétude de mes collègues industriels de voir une réorientation des moyens de formation pour remettre 2 millions de chômeurs au travail. Nous vous demandons de ne pas oublier le financement de la formation interne, car si les moyens ne nous avaient pas été affectés à l'époque, nous ne nous parlerions probablement pas aujourd'hui. Je vais également évoquer la difficulté d'attractivité de l'industrie en général. Malgré nos statuts de PME, nous nous sommes emparés des thèmes de marque employeur pour professionnaliser notre recrutement. Notre politique salariale ne pourra pas évoluer si les chartes RSE fortement promues par nos clients ne sont pas effectives. Notre destin est lié
à nos clients et l'avenir de l'emploi industriel de mode française est entre vos mains. Pour que nos jeunes se retournent vers nos secteurs, qui présentent tant d'atouts en termes de métiers, de proximité passionnants, il faudra que nous, industriels de mode, puissions faire évoluer la juste rétribution des qualifications d'excellence. On ne peut pas seulement parler de qualifications d'excellence et avoir des rémunérations en face qui ne sont pas à la hauteur. Nous sommes, c'est vrai, très fiers de nos industries de mode et du luxe, et vous avez bien raison de nous aider à les défendre, car elles sont source de revenus précieux pour l'économie de notre pays. Grâce à leur rayonnement mondial, elles permettent de maintenir une activité économique et sociale dans de nombreuses régions de France, bien au-delà de Paris, capitale de la mode. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans saluer tous ceux qui participent à cet élan national et au premier rang desquels nos clients, grands groupes de luxe français, auprès desquels nous espérons voir grandir nos business par des relations constructives et renforcées, comme d'autres filières l'ont déjà fait. Le CSF Mode et Luxe sera réussi si ce tour de table accroît la relation du mieux faire ensemble, et c'est en tout cas dans cet esprit que je porte mes mandats. Je vous invite par ailleurs à venir découvrir nos industries lors des salons Made in France qui ont lieu généralement début avril de chaque année. Voilà. Merci. Quel est l'enjeu de demain pour le savoir-faire ? Évidemment que demain dépend des savoir-faire que nous saurons développer. Et ces savoir-faire, ils doivent se développer avec tous les moyens aujourd'hui techniques et digitaux, si j'ose dire, qui sont en notre possession et en possession évidemment de ceux qui vont continuer à travailler. Évidemment que nous avons besoin de consolider les savoir-faire, de les faire évoluer. Un savoir-faire qui n'évolue pas, c'est un savoir-faire qui meurt. C'est très simple. Tous les métiers d'art sont dans le même cas. Un métier d'art qui ne sait pas évoluer meurt immédiatement. Donc je fais confiance véritablement à tous les jeunes qui sont investis dans les métiers d'art, savoir faire bouger ces métiers. On les voit sans arrêt, ils évoluent tout le temps, ils inventent de nouveaux métiers, ils inventent des façons de travailler les matières, ils inventent aussi des façons de les faire aussi se rencontrer, etc. Donc les savoir-faire sont la base même de la construction de demain.